La variole du singe est une maladie émergente dont l'incidence ne cesse d'augmenter depuis la découverte de cette maladie chez l'humain dans les années 1970 et qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment en raison évidemment d'une épidémie internationale de variole de singe qui touche de nombreux pays dans lesquels ce virus n'est normalement pas très présent. Et en tout cas pas endémique. Alors cela va nous donner l'occasion de nous plonger plus en profondeur sur ce virus, la famille à laquelle ce virus appartient et la maladie qu'il cause. Le virus de la variole du singe et les autres virus de la variole appartiennent à la famille des poxvirus. Les poxvirus, ce sont des virus à ADN enveloppé qui ont comme particularité d'être de grande taille. Alors, leur génome est d'environ 200 000 paires de bases, ce qui est nettement plus grand que les génomes des virus à ARN les plus connus. Par exemple, à titre de comparaison, le génome des rétrovirus est d'environ 10 000 bases et le génome des coronavirus est d'environ 30 000 bases. Donc là, on a un génome qui est en gros 10 fois plus grand. Et c'est un génome qui contient environ 250 gènes, ce qui là encore est nettement plus que chez les virus que je mentionnais précédemment, puisque à titre de comparaison, eh bien, le génome du VIH par exemple contient une quinzaine de gènes. Comme on pourrait s'y attendre, les particules virales pour les poxvirus sont également plus grandes que pour beaucoup d'autres virus. Pour ce qui est du VIH ainsi que des coronavirus, en gros, les particules virales font entre 100 et 150 nanomètres de diamètre. Pour ce qui est des poxvirus, c'est un virus qui n'est pas exactement sphérique, qui a cette forme un petit peu rectangulaire qui est caractéristique, donc avec un diamètre plus étroit que l'autre, et dans son diamètre le plus grand, c'est un virus qui fait environ 350 nanomètres donc de longueur, ce qui est donc environ 3 fois plus grand que pour les rétrovirus ou les coronavirus. La réplication pour ce virus se fait avec une caractéristique qui est intéressante, c'est-à-dire que c'est un virus à ADN dont le cycle de vie n'implique pas du tout le noyau des cellules infectées. Vous voyez qu'ici, il ne se passe rien du tout dans le noyau. Comme toujours, il y a de multiples étapes dans ce cycle de vie qu'on ne verra pas en détail ici, parce qu'évidemment, ce n'est pas un cours de virologie. Je vais juste attirer votre attention sur le fait que, comme souvent dans le cycle de vie des virus, il y a ce qu'on appelle de la transcription précoce qui va conduire à l'expression précoce de certaines protéines, notamment les protéines qui sont impliquées dans la réplication du génome du virus. Et cette transcription précoce est justement suivie de la réplication de l'ADN qui se fait dans le cytoplasme, ce qui est assez exceptionnel. En général, pour les virus à ADN, ça se fait plutôt dans le noyau. Et à partir des génomes nouvellement synthétisés, on a de la transcription tardive qui va conduire à l'expression des protéines qui sont essentiellement les protéines de structure qui vont servir à donc assembler de nouvelles particules virales. Ces particules virales en cours de formation passent par différents intermédiaires qui ont des noms spécifiques. Là, vous voyez IMV, IEV. Vous pouvez aller trouver l'explication de tout ça dans la légende pour ceux que cela intéresse. En tout cas, le virus est exporté à l'extérieur en utilisant ce qu'on appelle la voie sécrétoire, ce qui est le cas pour beaucoup de virus. Alors, essayons de faire maintenant la distinction entre ce qu'on appelait classiquement la variole, c'est-à-dire la variole humaine, la variole du singe, qui est celle qui nous préoccupe en ce moment, ainsi que la variole de la vache, qui a eu un rôle important, notamment dans le développement de vaccins. Alors, ce sont trois virus distincts qui appartiennent tous au même genre, qui sont les orthopoxvirus, et c'est un des genres de la famille des poxvirus, c'est-à-dire les poxviridae, suivant leur nom latin.
Alors pour commencer, le virus de la variole humaine, donc on appelle communément la variole, donc vous le trouverez sous le nom de smallpox en anglais. On appelait également ça parfois la petite vérole. C'est un virus qui a été très longtemps endémique dans l'espèce humaine et qui avait des taux de létalité qui pouvaient être très élevés, jusqu'à à peu près 30%, qui touchaient essentiellement les enfants. On a un autre virus de la même famille, donc qui est le virus de la variole de la vache, qu'on appelle cowpox en anglais. Alors ce virus, il infecte donc les ovidés, mais également les équidés, c'est-à-dire les chevaux. Et occasionnellement, ce virus peut infecter des humains, c'est-à-dire qu'il peut faire un bond d'espèces depuis ces ovidés ou ces équidés vers les humains et aboutir à une maladie qui a un petit peu les mêmes caractéristiques que la variole humaine, mais en beaucoup moins pathogénique, c'est-à-dire que les gens infectés sont beaucoup moins malades. Edward Jenner, qui était un médecin anglais au XVIIIe siècle, avait fait l'observation que les humains, les enfants humains plus précisément, qui étaient infectés par le virus de la variole de la vache, en fait par la variole de la vache, et à l'époque évidemment on ne savait pas que c'était un virus, étaient protégés contre l'infection par la variole humaine. Et ça, c'est une des principales observations qui ont mené au développement de vaccins. Et pendant longtemps, et encore en fait présentement, le vaccin contre la variole humaine est un virus qui provient du virus de la variole de la vache. C'est un virus qu'on appelle le vaccinia. En fait, il existe plusieurs souches de vaccinia. On le distingue du virus de la vache parce que ces virus vaccinia ont en fait été cultivés dans des laboratoires pendant très longtemps, pendant des dizaines d'années, et ont donc accumulé des mutations qui maintenant les distinguent du virus naturel de la variole de la vache. Et on parlera dans un autre vidéo de ces vaccins donc basés sur ce virus vaccinien. Alors la variole humaine a été éradiquée en 1977, donc c'est en 1977 qu'on a observé les derniers cas de variole humaine, et l'éradication a été faite grâce à l'utilisation de ces vaccins basés sur des virus de variole, donc de la vache, le vaccin vaccinia. Et la maladie a été déclarée comme étant éradiquée 3 ans plus tard, donc en 1980, par l'OMS. Penchons-nous maintenant un petit peu plus sur la variole du singe spécifiquement. C'est une maladie qui est transmise à partir des animaux, notamment des espèces simiennes évidemment, mais également des rongeurs qui ont, semble-t-il, un rôle important en termes de réservoir pour ces virus. Alors la transmission entre humains, elle est possible, elle est généralement peu efficace, mais évidemment, on a présentement une épidémie qui nous indique qu'elle pourrait être plus efficace que ce qui était cru précédemment, et je reviendrai là-dessus. Alors, le virus a été découvert dans des singes de laboratoire en 1958. Donc ici à droite, on a un exemple d'un macaque qui est infecté par ce virus. Et vous voyez les lésions au niveau de la peau qui sont typiques et qui ressemblent beaucoup aux lésions humaines qu'on va voir un petit peu plus tard. Chez l'humain, le premier cas a été identifié en 1970 dans ce qu'on appelle maintenant la République démocratique du Congo, qui avait un autre nom à l'époque. Il y a eu une éclosion qui a été très bien documentée en 2003 aux États-Unis. On a documenté l'infection de 78 personnes suite à l'importation de rongeurs qui provenaient de zones endémiques pour ce virus en Afrique. Les rongeurs en question, c'était une espèce de rats qui s'appelle plus précisément les rats de Gambie. Présentement, et en fait dans les dernières décennies, on a pu détecter la présence de cette maladie et donc de ce virus dans une dizaine de pays africains. Et donc c'est le seul continent, a priori, dans lequel ce virus est endémique. On distingue deux souches principales pour ce virus. En anglais, on appelle ça des clades.
ce sont les souches de virus qui sont présentes en Afrique centrale, donc dans la région qu'on appelle le bassin du Congo, et qui comprend la République démocratique du Congo, qui est normalement le pays avec le plus de cas, et puis d'autres souches de ce virus qui sont présents plutôt en Afrique, dans différents pays de l'Afrique de l'Ouest. Et on pense que les souches que l'on retrouve en Afrique de l'Ouest sont typiquement un peu moins pathogéniques que celles que l'on trouve en Afrique centrale.